Salut et bienvenue sur Crazy Pepper, la chaîne où le drame est brûlant et la vengeance est plus ardente que jamais. Si vous aimez les rebondissements à couper le souffle, les personnages audacieux et les histoires qui vous tiennent en haleine jusqu'à la fin, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et plongez dans des récits captivants de trahison, de karma et de vengeance ultime. Préparez-vous à des moments inoubliables et des dénouements satisfaisants, uniquement sur Crazy Pepper. Activez la cloche, et que le drame commence. Le café était encore chaud quand j'ai réalisé que ma femme m'avait volé ma vie entière. Je suis Max Riden, 39 ans, et jusqu'à mardi matin, 7h43, je pensais savoir exactement qui j'étais. Technicien de sécurité pour des bâtiments d'entreprise à Phoenix. Marié depuis 8 ans, propriétaire d'une maison modeste avec un garage double et une hypothèque qui me maintenait honnête. Le premier signe n'a pas été le placard vide ni la boîte à bijoux manquante. Ce fut le silence. Claire fredonnait toujours en préparant le petit déjeuner. Toujours des chansons des Beatles, la plupart du temps. Here Comes the Sun quand elle était heureuse. Yesterday quand quelque chose la tracassait. Ce mardi matin, rien. Juste le son de ma propre respiration et le chien du voisin qui aboyait 3 maisons plus loin. Je l'ai appelé. Pas de réponse. J'ai vérifié la salle de bain, le jardin, même le garage. Sa Honda avait disparu, mais ce n'était pas inhabituel. Elle travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire en centre-ville. Puis j'ai vu la note sur le comptoir de la cuisine, écrite de sa main soignée. Max, j'ai besoin d'espace pour faire le point. Ne me cherche pas Claire. 18 mots. 8 ans de mariage réduit à 18 mots. J'ai fixé cette note pendant peut-être 10 minutes, la relisant encore et encore, attendant qu'elle prenne un sens. Puis j'ai remarqué autre chose. Les photos de mariage avaient disparu de la cheminée du salon. La photo encadrée de nous à Sedona, de notre lune de miel, disparue. Même la petite photo magnétique de nous à Dave et Buster, disparue. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai appelé son téléphone, directement sur la messagerie vocale, mais pas son message habituel. C'était la voix robotique générique, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. C'est là que l'officier Pete Garrison a frappé à ma porte. Je connaissais Pete depuis le lycée. Il avait pris du poids depuis, son uniforme moulant au niveau du ventre, mais il avait toujours ce même sourire facile qui le rendait populaire auprès de tout le monde. « Salut, Max » a-t-il dit, son chapeau à la main. « Tu as une minute ?» Si c'est à propos de Claire, elle est partie ce matin. On s'est disputé, mais... En fait, c'est pour ça que je suis là. L'expression de Pete a changé. Elle est devenue plus officielle. Je peux entrer ? J'ai reculé et il est entré dans mon salon, regardant autour de lui avec des yeux de flic, faisant l'inventaire. Il a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. Tu reconnais ça ? C'était un post Facebook. La photo de profil montrait une femme aux cheveux noirs et aux rouges à lèvres rouges souriant à la caméra. Le nom était Camila Santos. Mais je connaissais ce visage. Je connaissais chaque ligne, chaque tache de rousseur, chaque expression. C'était clair. Le post datait d'hier soir. Je vis ma meilleure vie à Playa del Carmen. Nouveau départ avec mon incroyable Rico. #blessed, #newlife, #neverlooking-back. Les photos la montraient lors de ce qui ressemblait à une fête sur la plage. Elle portait une robe blanche que je n'avais jamais vue. Son bras autour d'un homme avec des chaînes en or et des lunettes de soleil chair. Rico Almotavar, selon le nom tagué. Son profil montrait des photos de bateaux, de voitures et des liasses de billets. Ceci a été posté il y a 12 heures, a dit Pete tranquillement. En même temps que tu as déclaré dîner avec ta femme au restaurant Romano's. C'est impossible. Nous étions chez Romano's. Vous pouvez vérifier les reçus de carte de crédit. Pete a hoché la tête. Nous l'avons fait. Aucune trace de l'utilisation de ta carte là-bas hier. La pièce a commencé à tourner. Je me suis effondré sur le canapé en fixant l'écran du téléphone. Claire, ou Camila, avait l'air heureuse. Plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Pete, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi non plus, mon vieux, mais il y a plus. Il a glissé vers une autre photo. Celle-ci montrait Claire tenant une coupe de champagne, et derrière elle, des piles de ce qui ressemblait à de l'argent liquide et plusieurs hommes en costume cher. La légende disait, les affaires sont florissantes. Rico sait comment célébrer.
#entrepreneur #live tes dreams. Max, je dois te poser quelques questions sur tes finances. Nos finances? Qu'est-ce qu'elles ont? Quand as-tu vérifié tes comptes bancaires pour la dernière fois? J'ai sorti mon téléphone avec des doigts tremblants. Notre compte courant joint. T'es affiché un solde de 342 $. Il aurait dû être plus proche de 8000 $. Notre compte d'épargne était complètement vide. Elle nous a plumés, ai-je murmuré. J'ai peur que ça empire. Pet m'a montré un autre document sur son téléphone. Un mandat fédéral à mon nom. Les accusations incluaient le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et la conspiration pour distribuer des substances contrôlées. Max Riden, vous êtes en état d'arrestation. Les menottes étaient froides sur mes poignets. Tandis que Pet me lisait mes droits, je ne pouvais que fixer cette photo Facebook de ma femme, mon ex-femme, qui menait la grande vie au Mexique avec un homme qui semblait sorti tout droit d'un film de cartel. 3 heures plus tard, j'étais assis dans une cellule de détention fédérale, voyant mon visage aux informations. Le titre disait « Un homme de Phoenix arrêté dans une affaire internationale de blanchiment d'argent ». Ils avaient utilisé ma photo de permis de conduire, celle où j'ai l'air à moitié endormi et légèrement constipé. La présentatrice, une femme blonde aux dents parfaites, a expliqué comment j'aurais prétendument acheminé de l'argent de la drogue via de faux contrats de sécurité. Comment ma femme s'était bravement manifestée pour aider les autorités à monter leur dossier. Comment elle était désormais en protection policière en raison de menaces contre sa vie. En protection policière à Playa del Carmen avec Rico et son champagne. Cette nuit-là, allongé sur un banc de béton avec une mince couverture qui sentait le désinfectant, j'ai enfin compris ce qui s'était passé. Claire ne m'avait pas juste quitté. Elle m'avait détruit systématiquement, minutieusement, avec la précision de quelqu'un qui planifiait cela depuis longtemps. Elle avait fait de moi le bouc émissaire parfait. La fourgonnette de transfert a heurté un nid de poule et ma tête a rebondi contre la paroi métallique. 3 jours de détention fédérale m'avaient appris que tout dans le système judiciaire était conçu pour être aussi inconfortable que possible. État 20 minutes à appeler le conducteur à son partenaire. J'étais transféré dans un établissement d'État à Tucson pendant qu'ils montaient leur dossier. 2 marshals américains, qui semblaient tous deux préférer être n'importe où ailleurs, étaient assis en face de moi. Le plus jeune, Bradley, ne cessait de vérifier son téléphone. Le plus âgé, Sam Torres, faisait ce travail depuis assez longtemps pour avoir l'air constamment ennuyé. Tu sais ce que je ne comprends pas, a dit Torres à Bradley comme si je n'étais pas là. Le type n'a pas de casier. Casier vierge. Travaille à un emploi régulier. Et puis, tout d'un coup, c'est le comptable d'El Chapo. Sa femme l'a probablement poussé à ça, a répondu Bradley. Ça arrive tout le temps. La femme veut une belle vie. L'homme fait des choses stupides pour la payer. Selon les dossiers, c'est la femme qui l'a dénoncé. Encore mieux. Elle obtient l'argent. Il obtient la cellule. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de réfléchir. En 72 heures, mon monde entier avait été bouleversé. Les preuves contre moi étaient substantielles. Relevés bancaires, appels téléphoniques, emails, tous faux, mais assez convaincants pour détruire ma vie. Claire avait dû planifier cela pendant des mois, peut-être des années. La fourgonnette a ralenti, et j'ai entendu le conducteur jurer. Par la petite fenêtre, je pouvais voir que nous étions arrêtés derrière une file de voitures. Travaux routiers. Super, a marmonné Torres. On va rester là 1 heure. C'est là que je l'ai senti. La légère vibration dans ma poche de poitrine. Mon téléphone. Ils avaient oublié de le confisquer pendant le transfert. Un message texte. Elle te croit mort. Ne gâche rien. Un ami. Mon sang s'est glacé. Qui diable m'envoyait des SMS? Et qu'est-ce que cela signifiait? Claire pensait que j'étais mort. J'ai jeté un coup d'œil au marshal. Torres lisait un journal. Bradley était toujours sur son téléphone, probablement en train d'envoyer des SMS à sa petite amie. Ni l'un ni l'autre ne faisait attention à moi. J'ai pris une décision qui allait soit me sauver la vie, soit y mettre fin. Je crois que je fais une crise cardiaque, ai-je haleté, en me pliant en deux. Quoi? Torres a levé les yeux de son journal. Ma poitrine. Je ne peux pas respirer. J'ai commencé à hyperventiler, faisant rougir mon visage. Ce n'était pas difficile. J'étais réellement terrifié. Et Bradley a laissé tomber son téléphone.
Il fait une sorte de malaise. J'ai laissé mon corps se relâcher et je suis tombé sur le côté, m'assurant de frapper ma tête contre la paroi de la fourgonnette assez fort pour faire couler du sang. Le bruit était fort et mou. *RDE. Torres a déverrouillé mes liens et a vérifié mon pouls. Appelle une ambulance. Il n'y a pas de réseau ici, a dit Bradley, la panique s'infiltrant dans sa voix. Pendant que Torres vérifiait mes voies respiratoires, j'ai subtilisé le petit multi-outil de sa CEI. Enture. La prison m'avait appris à remarquer où les gens gardaient les choses. D'un mouvement rapide, j'ai enfoncé la lame dans son cou. Pas assez profond pour tuer, mais assez profond pour le neutraliser. Bradley cherchait son arme quand je l'ai plaqué. Nous nous sommes écrasés contre la paroi de la fourgonnette, son arme glissant sur le sol. Il avait 20 ans de moins que moi et était en meilleure forme, mais je me battais pour ma vie. Je l'ai pris à la gorge et j'ai serré jusqu'à ce qu'il s'affaisse. Le conducteur criait, mais la cloison était verrouillée. J'ai trouvé les clés de Torres et les déverrouillées, puis j'ai appuyé le multi-outil contre la gorge du conducteur. Arrêtez-vous maintenant. Vous êtes fou? Vous venez d'agresser 2 officiers fédéraux. Oui, et je suis sur le point d'en agresser un 3e si vous ne sortez pas cette fourgonnette de la route tout de suite. Il s'est exécuté, les mains tremblantes. Je l'ai ligoté avec les liens de Bradley et j'ai pris son portefeuille, son arme et sa radio. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a probablement sauvé la vie. J'ai pris sa chemise d'uniforme et son badge. En 10 minutes, je marchais le long de l'Interstate 10, portant une chemise de US Marshal, ayant l'air d'appartenir là. La fourgonnette était cachée derrière un panneau publicitaire, et il faudrait au moins 1 heure avant que quelqu'un ne la trouve. J'avais peut-être 2 heures avant que chaque flic d'Arizona ne me cherche. En marchant, je n'arrêtais pas de penser à ce message. Quelqu'un savait où était Claire. Quelqu'un savait qu'elle me croyait mort. Quelqu'un voulait m'aider ou me détruire complètement. Un pick-up s'est arrêté. Le conducteur était un homme mexicain d'une 50aine d'années, portant des vêtements de travail couverts de poussière de plâtre. Besoin d'un coup, officier, a-t-il demandé dans un anglais accentué. En fait, oui. Ma voiture est tombée en panne à environ 1 kilomètre. Pourriez-vous me déposer à la ville la plus proche? Bien sûr. C'est mon plaisir de vous aider. Son nom était Carlos, et il rentrait chez lui à Tucson après un chantier de construction. Il a parlé pendant tout le trajet de la quinceañera de sa fille et combien cela coûtait cher de nos jours. J'ai hoché la tête et fait des bruits appropriés, tout en planifiant mon prochain mouvement. J'avais besoin d'argent, d'une nouvelle identité et d'informations sur l'endroit où Claire était allée. Le message mentionnait qu'elle me croyait mort. C'était peut-être mon avantage. Si tout le monde croyait que j'étais hors jeu, je pourrais travailler depuis l'ombre. Carlos m'a déposé à une aire de repos pour camions à la périphérie de Tucson. Je l'ai remercié et l'ai regardé s'éloigner en voiture. Probablement la dernière chose vraiment gentille que quelqu'un ferait pour moi avant longtemps. À l'intérieur de l'aire de repos, j'ai utilisé les toilettes pour me nettoyer et évaluer ma situation. J'avais le portefeuille de Torres avec $73 en espèces, ses cartes de crédit, que je ne pouvais pas utiliser, et son badge. J'avais son arme de service avec un chargeur plein et ce mystérieux message. J'ai répondu, qui est-ce? La réponse est venue immédiatement. Quelqu'un qui sait ce qu'elle t'a fait et quelqu'un qui sait où elle va ensuite. Où? Belize? Rico organise une fête pour des gens très dangereux. Votre femme y sera. Pourquoi m'aidez-vous? Parce qu'elle m'a fait la même chose il y a 3 ans. Mon nom est Caleb Shaw. Elle a détruit ma vie aussi. J'ai fixé l'écran du téléphone. Claire avait fait ça avant. Je n'étais pas sa première victime. Où pouvons-nous nous rencontrer? D'abord, vous devez quitter le pays. Je connais des gens qui peuvent vous aider. Il y a un homme nommé Del Toro qui fait passer des migrants à travers la frontière. Il est cher, mais il est fiable. Je n'ai pas d'argent. Vous avez quelque chose de mieux. Vous avez des informations sur l'opération de Claire. Del Toro déteste Rico Almodovar. Ils ont un passif. Caleb m'a envoyé une adresse et des instructions. Je devais rencontrer Del Toro à une station-service abandonnée à 20 miles au sud de Tucson. Le mot de passe était « Camilla envoie ses salutations ». J'ai acheté une bouteille d'eau et un paquet de crackers avec l'argent de Torres, puis j'ai commencé à marcher. Le désert s'étendait à l'infini dans toutes les directions, et le soleil commençait à se coucher. Au loin, je pouvais voir des nuages d'orage se former.
C'était soit le début de mon salut, soit la dernière erreur que je ferai jamais. Les hommes de Del Toro m'ont trouvé avant que je ne les trouve. J'étais encore à 2 miles de la station-service abandonnée quand un SUV noir a surgi à travers le désert, soulevant des nuages de poussière. Il a dérapé et s'est arrêté à 3 mètres de moi et 3 hommes en sont sortis. Ils étaient tous armés, tous portaient des lunettes de soleil malgré le soleil couchant. Vous êtes en avance, a dit celui du milieu. Il était grand et mince avec une cicatrice allant de son oreille gauche à son menton. Del Toro n'aime pas les avances. Je suis pile à l'heure, ai-je répondu, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais. Il est 19h30. Vous deviez être là à 20h. Le trafic était fluide. L'homme au visage cicatrisé a souri, mais ce n'était pas amical. Vous êtes drôle. J'aime ça. Montez dans le camion. Ils ne m'ont pas fouillé, ce qui fut leur première erreur. Le pistolet de Torres était glissé dans le dos de ma ceinture, caché par la chemise du marshal que je portais toujours. Ils n'ont pas non plus pris mon téléphone, ce qui fut leur deuxième erreur. Le trajet jusqu'à la station-service s'est déroulé en silence, à l'exception de la musique espagnole jouant doucement à la radio. J'ai regardé le paysage défiler et j'ai essayé de calmer mon cœur qui battait la chamade. J'étais sur le point de négocier avec des gens qui tuaient pour vivre. Si cela tournait mal, mon corps ne serait jamais retrouvé. La station-service abandonnée ressemblait à quelque chose sorti d'un film post-apocalyptique. Fenêtres cassées, murs couverts de graffitis, herbes poussant à travers les fissures dans le béton. Mais il y avait 3 voitures chères garées derrière elle et des hommes armés qui montaient la garde. Del Toro attendait à l'intérieur de ce qui était autrefois le dépanneur. Il était plus petit que ce à quoi je m'attendais, peut-être 1,70 mètres, mais bâti comme un boxeur poids lourd. Ses bras étaient couverts de tatouages et ses yeux étaient de la couleur du ciel d'hiver. « Vous êtes le marshal » a-t-il dit dans un anglais parfait. Ex-marshal, depuis environ 4 heures. J'ai entendu parler de votre situation à la radio. Très excitant. Très stupide. Il a désigné une chaise pliante. Asseyez-vous. Je me suis assis. Del Toro est resté debout, ce qui me mettait dans une position psychologique désavantageuse. Tout dans cette réunion était conçu pour me faire sentir petit et désespéré. Caleb Shaw dit que vous avez des informations sur Rico Almodovar. J'en ai. Quel genre d'informations? Le genre qui pourrait le mettre en prison pour le reste de sa vie ou le faire tuer par ses partenaires commerciaux. L'expression de Del Toro n'a pas changé. Montrez-moi. J'ai sorti le téléphone de Torres et j'ai ouvert les photos que j'avais prises des publications de Claire sur les réseaux sociaux. Celles montrant l'opération de Rico, l'argent, les fêtes avec ceux qui étaient évidemment des membres de cartel. Ceci a été posté il y a 2 jours. Ma femme, mon ex-femme, travaille avec Rico pour blanchir de l'argent via de fausses entreprises. Elle a tout documenté, probablement pour s'assurer. Del Toro a étudié les photos pendant longtemps. Vous savez ce que ça vaut? Assez pour me faire passer la frontière et aller au Belize. Peut-être il m'a rendu le téléphone. Mais je ne travaille pas gratuitement. Qu'avez-vous d'autre? J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti mon alliance. Or blanc. Rien d'extraordinaire, mais vrai. C'est tout ce que j'ai. Del Toro a examiné la bague, puis a ri. Vous voulez que je risque mon opération pour une alliance de la femme qui a détruit votre vie? Il ne s'agit pas de la bague. Il s'agit de ce que je peux faire une fois arrivé au Belize. C'est-à-dire quoi? Détruire Rico Almodovar et partager son argent avec vous. Ça a attiré son attention. Del Toro s'est assis en face de moi, soudain très intéressé. Dites-moi plus. Claire documente tout pour sa propre protection. Mais elle crée aussi des preuves qui pourraient faire tomber tout le réseau de Rico. Je sais comment elle pense, comment elle opère. Donnez-moi une chance de me rapprocher d'elle et je peux retourner ces preuves contre Rico. Et pourquoi partagerais-tu l'argent de Rico avec moi? Parce que je ne veux pas d'argent. Je veux de la vengeance. Del Toro a souri pour la première fois depuis mon arrivée. Maintenant, tu parles ma langue. Nous nous sommes serrés la main et j'ai cru avoir gagné. J'avais tort. 3 heures plus tard, j'étais ligoté dans le coffre d'une voiture, écoutant les hommes de Del Toro se disputer pour savoir s'il fallait me tuer maintenant ou attendre d'être payé. La trahison avait été rapide. Del Toro avait accepté de m'aider à me rendre au Belize. Mais d'abord, je devais prouver ma valeur.
Il voulait que j'appelle Claire et que je la fasse révéler l'emplacement de Rico. Quand j'ai refusé, expliquant qu'elle me croyait mort et que je voulais que ça reste comme ça, Del Toro avait décidé que j'étais plus précieux en tant que prime qu'en tant que partenaire. Apparemment, il y avait une récompense de 50 000 $ pour ma capture, mort ou vif. La voiture s'est arrêtée et j'ai entendu des voix à l'extérieur. Ils se disputaient en espagnol, mais j'ai compris assez pour saisir qu'ils décidaient comment me tuer. L'un voulait me tirer une balle dans la tête et encaisser la prime rapidement. Un autre voulait me torturer d'abord, voir si j'avais plus d'. Informations sur l'opération de Claire. Le coffre s'est ouvert et Scarface se tenait là, un pistolet pointé sur ma tête. Rien de personnel, a-t-il dit. Les affaires sont les affaires. C'est là que l'orage a frappé. Le premier éclair a illuminé tout le désert, suivi immédiatement par un tonnerre si fort que l'on aurait dit que le monde se fendait en deux. La pluie est tombée à verse, transformant le sol poussiéreux en boue en quelques secondes. Scarface a juré en espagnol et a essayé de protéger son arme de la pluie. Dans ce moment de distraction, j'ai roulé sur le côté et lui ai donné un coup de pied au genou aussi fort que j'ai pu. Il est tombé en hurlant, son arme s'envolant dans l'obscurité. J'étais toujours ligoté, mais j'avais travaillé sur les cordes pendant le trajet. La prison m'avait appris que la patience et la détermination pouvaient surmonter presque toutes les contraintes. Les nœuds étaient maintenant assez lâches pour que je puisse libérer une main. Le deuxième homme est arrivé en courant autour de la voiture, sortant son arme. J'ai ramassé une poignée de boue et la lui ai jetée au visage, puis je l'ai plaqué pendant qu'il était aveugle. Nous avons roulé dans la pluie, luttant pour le contrôle de son arme. Il était plus jeune et plus fort, mais j'étais désespéré. Le pistolet a tiré 2 fois. La première balle est passée à côté. La seconde l'a touché à l'épaule, et il a laissé tomber l'arme avec un cri. J'ai attrapé son arme et j'ai couru dans l'orage. Derrière moi, j'entendais les hommes de Del Toro crier et démarrer leurs moteurs. Ils avaient des voitures et des lampes de poche. J'avais un pistolet volé et environ 30 secondes avant qu'ils ne commencent à me chasser à travers le désert. La foudre illuminant le paysage toutes les quelques secondes, me montrant des aperçus de rochers, de cactus et de terre désolée s'étendant jusqu'à l'horizon. J'ai couru vers ce qui ressemblait à un groupe de rochers à environ 1 kilomètre. Espérant trouver un abri, la pluie était si forte que je pouvais à peine voir où j'allais. Mes pieds ont glissé dans la boue et je suis tombé lourdement, m'écorchant les mains et les genoux sur le sol rocailleux. Derrière moi, je pouvais voir les phares balayer d'avant en arrière, cherchant. J'ai atteint les rochers juste au moment où la première voiture arrivait dans la zone où j'avais été. Je me suis pressé contre la pierre froide et j'ai essayé de contrôler ma respiration. Le désert sentait la pluie, la sauge et la peur. Trouvez-le. La voix de Del Toro portait par-dessus l'orage. Il n'ira pas loin par ce temps. Ils ont passé l'heure suivante à me chercher. J'ai regardé leur lumière balayer d'avant en arrière, se rapprochant, puis s'éloignant, puis se rapprochant à nouveau. À un moment donné, Scarface est passé à 3 mètres de ma cachette, jurant et boitant là où je lui avais donné un coup de pied au genou. Finalement, l'orage a commencé à s'apaiser, et leurs voitures sont parties. J'ai attendu une autre heure pour m'assurer qu'ils étaient vraiment partis, puis j'ai commencé à marcher vers le nord. À l'aube, j'étais à 15 miles de la station-service, trempé, épuisé et complètement perdu. Mais j'étais vivant, et j'avais toujours un pistolet. J'avais aussi un plan. Claire me croyait mort. Del Toro me croyait en fuite, terrifié dans le désert. Tout le monde cherchait un prisonnier évadé désespéré. Personne ne cherchait un fantôme. Le restaurant à Sonoita était le genre d'endroit où personne ne posait de questions et chacun s'occupait de ses affaires. Je me suis assis dans un box d'angle, essayant de me rendre invisible pendant que je préparais mon prochain coup. J'avais marché pendant 6 heures depuis que j'avais échappé aux hommes de Del Toro. Mes vêtements étaient encore humides de l'orage et je ressemblais probablement exactement à ce que j'étais, un fugitif en cavale. Mais la serveuse, une femme d'une 60aine d'années aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants, m'a juste apporté du café et m'a demandé si je voulais un petit déjeuner. « Vous avez l'air d'avoir passé une mauvaise nuit, chérie. » Quelque chose comme ça. La nourriture aide. Quoi qu'il se passe, ça aide d'avoir quelque chose dans l'estomac. J'ai commandé des œufs et des toasts, sachant que je devais garder mes forces. Pendant que j'attendais, j'ai vérifié les nouvelles sur le téléphone de Torres. Mon évasion était l'histoire principale sur toutes les stations locales. Ils avaient des images d'hélicoptères de la fourgonnette de transport abandonnée, des interviews avec des responsables des forces de l'ordre,
et ma photo d'identité judiciaire en boucle continue. La chasse à l'homme était massive. Barrage routier, sécurité aéroportuaire, alerte de patrouille frontalière. Ils me traitaient comme un terroriste. Parfait. Plus ils concentraient leur attention sur la capture du prisonnier évadé désespéré, moins ils étaient susceptibles de remarquer ce que je planifiais réellement. Ma nourriture est arrivée et j'ai mangé rapidement en observant les autres clients, des camionneurs pour la plupart, et quelques éleveurs locaux, des gens qui ne regarderaient pas à deux fois un homme en vêtements froissés mangeant seul son petit déjeuner. C'est là que je l'ai vu. Jackson Reeves était assis au comptoir, buvant du café et lisant un journal. Il avait l'air plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu. Des cheveux plus gris, plus de rides autour des yeux, mais c'était bien lui. Mon ancien compagnon de cellule de mon bref séjour en prison de Comté il y a 5 ans après une bagarre de bar qui avait dégénéré. Jackson avait été différent des autres détenus. Éduqué, éloquent, avec des compétences dont la plupart des criminels ne pouvaient que rêver. Il avait été incarcéré pour vol d'identité, mais il en avait fait un article. Je me suis approché et je me suis assis à côté de lui. Jackson. Il a levé les yeux de son journal, et j'ai vu la reconnaissance clignoter dans ses yeux. Puis autre chose. La prudence. Max Riden. La dernière personne que je m'attendais à voir ici. J'ai besoin d'aide. J'ai compris, ton visage est partout aux infos. Il a plié son journal et a fait signe à la serveuse pour plus de café. Qu'est-ce qui te fait croire que je t'aiderai? Parce que tu sais ce que c'est que de voir ta vie détruite par quelqu'un en qui tu avais confiance. L'ex-femme de Jackson avait vidé ses comptes professionnels et s'était enfuie au Costa Rica avec son entraîneur personnel. C'est pourquoi il s'était tourné vers le vol d'identité en premier lieu, essayant de la retrouver et de récupérer son argent. C'était il y a longtemps, a-t-il dit. Certaines choses ne changent pas. Je suppose que tu es toujours dans le même domaine. Il a souri sombrement. Je suis à la retraite. Des affaires légitimes maintenant. Quel genre d'affaires? Je restaure des voitures anciennes. Complètement légales. Ça paie les factures. Ça me tient loin des ennuis. J'ai besoin de documents. Des propres. Même si je faisais encore ce genre de travail, ce qui n'est pas le cas, tu n'aurais pas les moyens. Des documents d'identité de qualité coûtent environ 15 000 $. Tu as 15 000 $? J'ai sorti le badge et le pistolet de Torres, les posant soigneusement sur le comptoir entre nous. J'ai ça. Jackson a fixé le badge un long moment. Des accréditations de marshal fédéral. Ça, c'est du temps fédéral, pas du temps de comté. On parle de décennies de prison si tu te fais prendre. Je risque déjà des décennies de prison. La question est de savoir si je me bats ou si j'abandonne. Qu'est-ce que ta femme t'a fait? Je lui ai tout raconté. Les fausses accusations, l'argent volé, les publications sur les réseaux sociaux depuis le Mexique, la nouvelle identité de Claire en tant que Camila Santos, sa relation avec Rico Almodovar, la preuve qu'elle avait fait cela auparavant. Jackson a écouté sans m'interrompre, hochant parfois la tête ou posant des questions de clarification. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Elle est douée, a-t-il finalement dit. Très douée. Ce genre de tromperie à long terme exige une planification et des ressources sérieuses. Vous pouvez m'aider ou non? Peut-être, mais pas ici et pas pour ça. Il a désigné le badge et le pistolet. J'ai besoin de quelque chose de mieux. De quoi avez-vous besoin? Des informations sur son opération, ses méthodes, ses contacts. Si elle est aussi douée que vous le dites, il y a des gens qui paieraient cher pour savoir comment elle travaille. Et en échange? Une nouvelle identité, des documents de voyage, un historique de crédit vierge, assez pour vous emmener en Amérique centrale et vous fondre dans la masse. Marché conclu. Jackson a payé son café et s'est levé. Il y a un motel en bordure de ville, le Desert Rose, chambre 14. Je vous y rejoins dans 2 heures. J'ai passé ces 2 heures à marcher autour de Sonoita, essayant de rester invisible tout en réfléchissant à ce que je faisais. J'étais sur le point de franchir une ligne dont je ne pourrais jamais revenir. Une fois que j'aurais de faux documents, je serais un fugitif professionnel. Il n'y aurait plus de retour possible à mon ancienne vie, peu importe comment cela se terminerait. Mais mon ancienne vie était déjà partie. Claire s'en était assurée. Le Desert Rose était exactement ce que son nom suggérait, un motel délabré qui facturait à l'heure et ne demandait pas de pièces d'identité.
La chambre 14 était au bout du bâtiment avec une vue sur le désert vide et un climatiseur cassé. Jackson était déjà là quand je suis arrivé, avec du matériel que je n'avais pas vu depuis des années. Des appareils photo professionnels, des ordinateurs, une imprimante et plusieurs boîtes de documents vierges. Vous n'êtes pas aussi retraité que vous le prétendiez, ai-je dit. La retraite est ennuyeuse. De plus, votre cas est intéressant. Il a désigné une chaise devant un fond blanc. Nous commencerons par les PH. Auto, puis nous passerons au travail de fond. Au cours des 3 heures suivantes, Jackson a créé une identité complète pour moi. Tony Marez, contremaître cubain en construction, âgé de 35 ans, né à Miami de parents ayant fui le régime de Castro. Permis de conduire, carte de sécurité sociale, carte de crédit, même une carte de membre pour un syndicat local en Floride du Sud. La beauté de cette identité, a expliqué Jackson pendant qu'il travaillait, c'est qu'elle est construite sur une personne réelle décédée en bas âge. Tony Marez a existé pendant 6 mois en 1987, puis est décédé du syndrome de mort subite du nourrisson. Pas de parents vivants, pas de traces écrites, mais suffisamment de documentation officielle pour passer les vérifications d'antécédents de base. Combien je vous dois? Considérez-le comme un investissement. Si vous réussissez à faire tomber ce personnage de Rico et à récupérer l'argent volé de Claire, je veux 10%. Et si j'échoue? Alors vous serez mort et j'aurai perdu quelques frais d'impression. Jackson m'a également donné un cours intensif pour devenir Tony Marez. Modèle de langage, détails de fond, références culturelles. Au moment où nous avons terminé, je pouvais répondre aux questions de base sur mon enfance dans la communauté cubaine de Miami, mon expérience en construction, même ma femme et ma fille fictive. Une dernière chose, a dit Jackson alors que je me préparais à partir. Votre ami Caleb Shaw m'a contacté pendant que vous vous cachiez dans les rochers la nuit dernière. Comment a-t-il su où me trouver? Parce que Caleb Shaw et moi avons un passif. C'est lui qui m'a mis en contact avec votre dossier en premier lieu. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Caleb Shaw est l'ancien partenaire commercial de Claire, pas sa victime, son partenaire. Ils ont travaillé ensemble pendant 3 ans, escroquant des hommes comme vous. La seule raison pour laquelle il vous aide maintenant, c'est parce que Claire l'a écarté de son plus gros coup. L'argent de Rico. Exactement. Caleb veut y retourner et il vous utilise pour l'obtenir. Je me suis effondré sur le lit du motel. Tout le monde avait ses propres objectifs. Del Toro voulait le territoire de Rico. Caleb voulait l'argent de Claire. Jackson voulait son pourcentage. Et moi, je voulais juste retrouver ma vie. Alors, qu'est-ce que je fais? Jouez le jeu, laissez Caleb penser que vous coopérez pendant que vous construisez votre propre plan. Mais rappelez-vous, ne faites confiance à personne, surtout pas aux gens qui prétendent vouloir vous aider. Jackson a rangé son équipement pendant que j'étudiais mes nouveaux documents. Tony Marez me regardait depuis la photo du permis de conduire, l'air confiant et déterminé. Tout ce que je ne ressentais pas, il y a un vol cargo qui part de l'aéroport de Tucson demain matin, a dit Jackson. Destination, Belize City. Je connais le pilote et il est prêt à prendre un passager sans papier pour le bon prix. Combien? 5 000 $. Je n'ai pas 5 000 $. Jackson a souri. Vous les aurez. Caleb Shaw vire de l'argent à un bureau Western Union à Tucson. Considérez-le comme votre acompte pour le travail. Quel travail? Détruire Rico Almodovar et voler son argent. De quoi pensiez-vous qu'il s'agissait? Je me suis regardé dans le miroir de la chambre de motel. Max Riden, le technicien de sécurité de Phoenix, avait disparu. L'homme qui me regardait maintenant était Tony Marez, criminel professionnel et fantôme. La transformation était complète. Cancun m'a frappé comme un mur de chaleur et d'humidité quand je suis descendu du vol cargo de Jackson. Le pilote, un Américain buriné qui ne posait pas de questions et acceptait les paiements en espèces, m'a souhaité bonne chance et m'a dit de ne pas me mettre dans le pétrin. Trop tard pour ce conseil. J'avais passé le vol à étudier les cartes de la péninsule du Yucatan et à lire tout ce que je pouvais trouver sur l'opération de Rico Almodovar. Caleb m'avait fourni des informations par message crypté, brossant un tableau de la nouvelle vie de Claire qui me donnait la nausée. Elle n'était pas seulement la petite amie de Rico. Elle était sa gestionnaire d'affaires, s'occupant de l'aspect financier de son trafic d'armes et de son opération de blanchiment d'argent. La fausse organisation caritative que j'avais vue mentionner dans ses publications sur les réseaux sociaux n'était que la pointe de l'iceberg.
Elle déplaçait des millions de dollars via un réseau de sociétés écrans et de comptes offshore. Ma femme était devenue une criminelle professionnelle, et apparemment, elle était très douée. L'adresse que Caleb m'avait donnée menait à une salle de boxe dans un quartier chaud de la ville, le genre d'endroit où les combattants locaux s'entraînaient aux côtés de gros bras en herbe et de criminels cherchant à rester en forme. Couverture parfaite pour un homme qui avait besoin de disparaître. Le propriétaire, un ancien poids lourd. Homé Miguel Santos, a regardé mes faux documents et a hoché la tête avec approbation. Les travaux de construction sont durs pour le corps, a-t-il dit dans un anglais accentué. La boxe vous garde fort. J'ai payé un mois d'abonnement avec l'argent de Caleb et j'ai passé la première semaine à établir ma couverture. Tony Marez, récemment arrivé de Miami, cherchant du travail dans la construction et un nouveau départ. J'ai loué un petit appartement au-dessus d'un restaurant de tacos, acheté une moto d'occasion et commencé à nouer des relations avec d'autres expatriés et des locaux. La salle de sport est devenue ma deuxième maison. Chaque matin à 6 heures, je courais 8 kilomètres dans les rues de la ville, puis je passais 2 heures à frapper le sac de frappe et à travailler avec Miguel sur la technique. Je n'avais pas été dans un vrai combat depuis le lycée, mais la prison et le désespoir m'avaient appris que la survie nécessitait parfois de la violence. Tu te bats comme un homme qui n'a rien à perdre, a observé Miguel après une séance de sparring particulièrement brutale. Peut-être parce que c'est le cas. C'est une pensée dangereuse. Ça te rend imprudent. Parfois, l'imprudence est la seule option. Miguel a étudié mon visage un instant, puis a hoché la tête. Parfois, oui, mais l'imprudence sans plan est juste stupide. Si tu dois te battre, bats-toi intelligemment. Pendant que j'entraînais mon corps, Caleb entraînait mon esprit. Par des messages quotidiens, il m'a tout appris sur les méthodes de Claire et l'opération de Rico. Comment elle sélectionnait ses cibles, comment elle établissait la confiance, comment elle planifiait ses sorties. Il a également fourni des renseignements sur la sécurité de Rico, ses habitudes et ses faiblesses. Rico est paranoïaque à propos de la trahison, a expliqué Caleb lors d'un de nos appels vidéo cryptés. Il a déjà été trahi par des gens en qui il avait confiance, mais il a un angle mort. Les belles femmes qui le font se sentir important. Claire. Exactement. Elle s'est rapprochée de lui plus que quiconque depuis des années. Il lui fait confiance avec des informations qu'il ne partagerait pas avec ses propres lieutenants. Alors, comment puis-je me rapprocher d'elle? Tu ne peux pas. Pas directement. Rico la garde isolée quand ils sont à Cancun. Villa privée, gardes armés, contact limité avec le monde extérieur. Mais la semaine prochaine, ils organisent une fête à la villa. Associés d'affaires, politiciens locaux, des gens que Rico doit impressionner. Et je peux te faire entrer en tant que membre du personnel de restauration. Une nuit, avec accès à la villa, au bureau de Rico et à Claire. C'est quoi le piège? L'expression de Caleb sur l'écran vidéo était illisible. Pas de piège. Souviens-toi juste de notre accord. Tu exposes l'opération de Rico, je t'aide à disparaître avec suffisamment d'argent pour recommencer. Tout le monde y gagne. Sauf Rico et Claire, ai-je pensé. Mais c'était le but. Le plan était simple en théorie, complexe en exécution. Pendant la fête, je devais installer du matériel de surveillance dans le bureau et le réseau domestique de Rico. Les données exposeraient toute son opération aux forces de l'ordre, détruisant à la fois ses affaires et sa liberté. Dans le chaos qui suivrait, Caleb et moi viderions les comptes de crypto-monnaie de Rico et disparaîtrions. Simple, propre, probablement impossible. Mais c'était la seule chance que j'avais. 2 jours avant la fête, j'ai reçu un message qui a tout changé. Non pas de Caleb, mais du même numéro inconnu qui m'avait contacté pendant l'évasion de la fourgonnette de transfert. Elle sait que vous êtes vivant. Les hommes de Rico ont repéré quelqu'un posant des questions sur Tony Marez. Vous avez peut-être 24 heures avant qu'il ne fasse le lien avec Max Riden. Quoi que vous planifiez, faites-le maintenant. Ma couverture était grillée. Tout cet entraînement, toute cette préparation, et quelqu'un m'avait démasqué. Je devais supposer que c'était l'un des hommes de Del Toro qui me traquait toujours pour la prime. Ou peut-être que Caleb m'avait déjà trahi. Je l'ai appelé immédiatement. Nous avançons le calendrier, ai-je dit sans préambule. Quoi? La fête n'est pas avant. Ils sont au courant pour Tony Marez. Nous faisons ça demain soir ou pas du tout. Il y a eu une longue pause. Ce n'est pas assez de temps pour vous faire entrer comme personnel de restauration. Alors je trouverai un autre moyen d'entrer.
Max, écoutez-moi. La villa de Rico est une forteresse. Sécurité privée, caméras, fossés. Capteurs ioniques. On ne peut pas se contenter de se présenter à la porte d'entrée. Regardez-moi faire. J'ai raccroché et j'ai commencé les préparatifs. Si je n'avais qu'une seule tentative, il fallait qu'elle soit efficace. La villa de Rico Almodovar était perchée sur une falaise surplombant les Caraïbes, entourée de murs de 12 mètres de haut surmontés de barbelés. Même de ma position à un quart de mille, je pouvais voir des gardes armés patrouiller le périmètre et des caméras couvrant chaque angle d'approche. Je surveillais l'endroit depuis 18 heures, cartographiant les rondes de patrouille et cherchant des points faibles. Il n'y en avait pas beaucoup. Rico n'avait pas survécu dans le trafic d'armes en étant négligent en matière de sécurité. Mais tout le monde fait des erreurs, et l'erreur de Rico fut de supposer que ses ennemis attaqueraient par voie terrestre. À 3 heures du matin, j'ai nagé le long de la falaise et j'ai grimpé la côte rocheuse. Les vagues étaient agitées, et à 2 reprises, j'ai failli perdre pied sur les rochers mouillés, mais personne ne surveillait le côté mer de la villa. Pourquoi l'aurait-il fait? La falaise était presque verticale, et l'eau était pleine de coraux acérés qui pouvaient déchiqueter un homme en quelques minutes. Je suis arrivé à la piscine sans déclencher d'alarme. La fête était terminée depuis des heures, mais il y avait encore des verres et des assiettes éparpillées. Preuve du style de vie somptueux de Rico. À travers les fenêtres allant du sol au plafond, je pouvais voir l'intérieur du salon principal. Vide maintenant, mais manifestement cher. Des meubles en cuir, de l'art abstrait, un bar qui coûtait probablement plus cher que ma maison. Le premier garde a tourné le coin à 3h17 du matin. Il était jeune, peut-être 25 ans, portant un fusil d'assaut et un casque radio. Il devait s'ennuyer à mourir de faire la même ronde toute la nuit. Je l'ai maîtrisé silencieusement en utilisant les techniques que Miguel m'avait enseignées à la salle de sport. Un étranglement par derrière, juste assez de pression pour le rendre inconscient sans causer de dommages permanents. J'ai traîné son corps derrière un abri de piscine et j'ai pris sa radio et sa carte magnétique. Secteur 4 dégagé, ai-je murmuré dans la radio, imitant sa voix. Bien reçu, Ravière. Des problèmes? Tout est calme. J'ai utilisé sa carte magnétique pour entrer dans la villa par une porte de service près de la cuisine. L'intérieur était encore plus impressionnant qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Des sols en marbre, des lustres en cristal, des tableaux qui valaient probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient dans une vie, et le silence. Ce genre de silence profond et coûteux qui ne vient qu'avec beaucoup d'argent et des murs plus épais. J'ai trouvé le bureau de Rico au 2e étage, derrière une porte qui nécessitait à la fois la carte magnétique et un code numérique. Il m'a fallu 10 minutes pour déverrouiller le code en utilisant les techniques que Jackson m'avait enseignées, en observant les traces d'usure sur le pavé numérique. Le bureau était le centre de commandement de Rico. Plusieurs écrans d'ordinateur, des classeurs et un affichage mural montrant ce qui ressemblait à des itinéraires de transport et des données financières. J'ai branché la clé USB que Caleb m'avait donnée, conçue pour copier tout le réseau de Rico. Pendant que l'appareil travaillait, j'ai fouillé les tiroirs de son bureau. La plupart étaient des documents commerciaux courants, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans le tiroir du bas. Un dossier intitulé « Vérification des antécédents de Camila Santos ». Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des photos de Claire d'avant que je la connaisse. Cheveux différents, vêtements différents, mais c'était bien elle. Le rapport détaillait son vrai nom, Cristina Valdez, et son historique d'usurpation d'identité remontant à 15 ans. Elle escroquait depuis l'âge de 20 ans. Je n'étais pas sa première victime, ni sa deuxième, ni même sa 10e. J'étais juste le dernier d'une longue liste d'hommes assez stupides pour lui faire confiance. Le dossier contenait également des photos de ses cibles précédentes. Des propriétaires d'entreprises, des professionnels, et même quelques politiciens, tous ruinés financièrement et légalement, tout comme moi. Un homme s'était suicidé plutôt que d'affronter les accusations qu'elle avait montées contre lui. Je lisais le cas de la victime numéro 7 quand j'ai entendu des pas dans le couloir. « Le patron veut voir l'Américain », dit une voix en espagnol. « Quel Américain ?» Celui qui pose des questions sur Tony Mers. Apparemment, il n'est pas vraiment cubain. Le sang me figea. Il savait exactement qui j'étais. J'ai saisi la clé USB, qui copiait toujours des fichiers, et j'ai cherché une issue de secours. Les fenêtres du bureau donnaient sur la cour où je pouvais voir au moins 6 gardes avec des armes automatiques. La porte menait à un couloir qui allait être rempli de gens me traquant.
Il restait le balcon. J'ai enjambé la balustrade et j'ai sauté sur le toit du premier étage juste au moment où la porte du bureau s'ouvrait en grand derrière moi. Des cris en espagnol, puis le bip rapide d'un système d'alarme qui s'activait. Toute la ville asylum. Ina comme un sapin de Noël. Projecteurs, phares, et ce qui ressemblait à des sirènes anti-aériennes. Adieu l'approche discrète. J'ai couru à travers le toit vers la piscine, espérant atteindre la falaise avant qu'il ne m'encercle. Derrière moi, j'entendais des bruits de bottes sur les tuiles du toit et le son distinctif des fusils d'assaut qu'on armait. Les premiers tirs brisèrent les tuiles d'argile à quelques centimètres de mes pieds. J'ai plongé derrière une antenne parabolique et j'ai riposté avec le pistolet que j'avais pris à Torres. Pas très utile contre des armes automatiques, mais cela pourrait me gagner quelques secondes. Là, près de la piscine. Plus de coups de feu, cette fois du niveau du sol. J'étais pris entre deux groupes de tireurs, sans nulle part où aller. Le bord de la falaise était encore à 9 mètres, et je n'étais pas sûr de pouvoir faire ce saut et de survivre. C'est là que l'explosion s'est produite. Le souffle est venu de l'intérieur de la villa, quelque part au premier étage. Les fenêtres ont volé en éclats dans une pluie de verre et de flammes, et les lumières se sont éteintes. Les générateurs de secours se sont enclenchés quelques secondes plus tard, mais à ce moment-là, j'étais déjà en mouvement. J'ai sprinté vers le bord de la falaise tandis que les hommes de Rico essayaient de comprendre ce qui avait explosé. Le saut était de 6 mètres jusqu'à l'eau, avec des rochers déchiquetés en contrebas, mais restait signifier une mort certaine. J'ai sauté. L'impact me coupa le souffle, et pendant un instant, j'ai cru avoir heurté les rochers, mais j'étais en eau profonde, nageant de toutes mes forces vers l'océan ouvert tandis que les balles éclaboussaient autour de moi. Le courant était fort, me tirant loin de la villa et vers le récif. Au moment où j'ai atteint le rivage, à un demi-mille plus loin sur la plage, toute la villa grouillait de véhicules d'urgence, police, pompiers, ambulances. Ce qui avait explosé à l'intérieur avait causé de sérieux dégâts. Je me suis effondré sur le sable, haletant et saignant de multiples coupures. La clé USB était toujours dans ma poche, miraculeusement étanche et intacte, mais je n'avais aucune idée si elle avait fini de copier les fichiers de Rico avant que les tirs ne commencent. Mon téléphone fonctionnait encore miraculeusement. J'ai appelé Caleb. Jésus-Christ, Max, qu'est-ce qui s'est passé? Les nouvelles disent que la villa de Rico a été attaquée par des terroristes. Pas des terroristes, juste moi. As-tu posé cette bombe? Quelle bombe? Je suis à Belize, tu te souviens? Je suis ici depuis 3 jours. Alors, qui? La ligne se coupa. J'ai essayé de rappeler, mais le numéro n'était plus en service. Je suis resté assis sur la plage pendant longtemps, observant les lumières d'urgence clignoter au loin et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Quelqu'un avait été à l'intérieur de la villa de Rico. Quelqu'un avait posé un engin explosif et l'avait fait détonner au moment précis pour couvrir ma fuite. Quelqu'un qui ne voulait pas de Rico Almodovar en vie. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. De rien. Vérifiez les nouvelles dans 12 heures. Un ami. La même personne qui m'avait aidé tout du long. Mais qui était-il et que voulait-il? J'ai commencé à marcher vers la ville, restant dans l'ombre et évitant les routes principales. Mon identité de Tony Mers était découverte, ce qui signifiait que je devais disparaître rapidement. Mais d'abord, je devais savoir ce qu'il y avait sur cette clé USB. Et je devais découvrir qui était cet allié mystérieux avant qu'il ne décide que j'en savais trop. Le cybercafé du centre-ville de Canquin était le genre d'endroit où les touristes consultent leurs emails et les habitants regardent des matchs de football. Parfait pour quelqu'un qui devait rester invisible tout en accédant à des fichiers qui pourraient détruire un empire criminel. J'avais fait de mon mieux pour me nettoyer dans les toilettes d'une station-service, mais j'avais toujours l'air de quelqu'un qui avait nagé dans l'océan pendant qu'on lui tirait dessus. Le jeune employé m'a à peine regardé depuis son téléphone quand j'ai payé le temps d'ordinateur. La clé USB avait tout copié. Les dossiers financiers de Rico, les manifestes d'expédition, les communications avec les fournisseurs et les clients, même les emails personnels. Des années de preuves de son implication dans le trafic d'armes, le blanchiment d'argent et le trafic de pilules. Mais il y avait autre chose. Caché dans les données financières, il y avait la preuve de paiement à des fonctionnaires du gouvernement mexicain, de la DEA américaine et de plusieurs agences européennes d'application de la loi. Rico ne se contentait pas de vendre des armes. Il achetait de la protection. Il ne s'agissait pas seulement de faire tomber un trafiquant d'armes. Il s'agissait de dévoiler un réseau de corruption qui atteignait les plus hauts.
Niveau des forces de l'ordre international. Pas étonnant que quelqu'un ait voulu sa mort. J'étais en train de copier les fichiers sur un serveur cloud chiffré quand la nouvelle est tombée. Tous les grands réseaux couvraient l'histoire. Trafiquant d'armes mexicain meurt dans l'explosion d'une villa. Rico Almodovar était mort, tué sur le coup quand une bombe a détruit son bureau alors qu'il était en réunion avec des associés. 3 autres personnes étaient mortes dans l'explosion, dont 2 fonctionnaires dont j'ai reconnu les noms dans les dossiers de corruption. Le reportage faisait une brève mention d'un intrus inconnu qui s'était échappé pendant la confusion. Les autorités mexicaines traitaient l'affaire comme un assassinat, peut-être par un cartel rival. Elles n'avaient aucune idée à quel point elles avaient raison. Mon téléphone a vibré avec un autre message de mon allié mystérieux. Le yacht de Rico quitte Cozumel ce soir. Votre femme est à bord avec les associés survivants. C'est votre chance. J'ai fixé le message. Claire était toujours en vie et elle fuyait, ce qui signifiait qu'elle avait probablement accès à l'argent de Rico. Pourquoi m'aides-tu, ai-je tapé en réponse. Parce que Rico a tué ma famille et parce que votre femme sait où l'argent est caché. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui attend cette opportunité depuis 3 ans. Le yacht sera à ses coordonnées à minuit. Une localisation GPS est apparue sur mon écran, suivie de « Apportez votre équipement de plongée ». J'ai passé les 8 heures suivantes à me préparer à ce qui pourrait être ma dernière chance de vengeance. Jackson m'avait donné les coordonnées de fournisseurs du marché noir à Cancun. Des gens qui pouvaient fournir du matériel sans poser de questions. Au coucher du soleil, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Un équipement de plongée, des lumières sous-marines, une arme étanche et des explosifs plastiques capables de désactiver les moteurs d'un yacht sans le couler. Le plan était simple. Nager jusqu'au yacht, y monter discrètement, et trouver Claire avant que quiconque ne sache que j'étais là. Les plans simples ont tendance à mal tourner. Le yacht était plus grand que prévu. Peut-être 45 mètres de luxe flottant sur les sombres Caraïbes. Il était ancré à environ 2000 du rivage, assez loin pour éviter les observations occasionnelles, mais assez près pour qu'un bon nageur puisse l'atteindre. Je me suis approché par la poupe, utilisant un petit bateau gonflable que j'avais emprunté à une marina de pêche. Les lumières du yacht étaient allumées, et j'entendais de la musique et des rires venant du pont principal. Une fête, ou peut-être juste les survivants célébrant leur évasion de la villa de Rico. J'ai ancré le bateau à environ 200 mètres et j'ai enfilé mon équipement de plongée. L'eau était chaude et claire, parfaite pour la plongée de nuit. Je pouvais voir clairement la coque du yacht, peinte en blanc avec des garnitures dorées qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des voitures. Il n'y avait pas de garde surveillant l'eau. Pourquoi y en aurait-il? Ils étaient à 2000 du rivage, entourés par l'océan, sans raison de s'attendre à une attaque par le dessous. J'ai fait surface près de la plateforme de bain du yacht et j'ai écouté les mouvements sur le pont. La fête semblait se dérouler au niveau supérieur, laissant les ponts inférieurs relativement calmes, parfait pour ce que j'avais en tête. Je suis monté à bord et me suis retrouvé dans ce qui ressemblait à un manoir flottant. Sol en marbre, meubles en cuir, œuvre d'art originale au mur. Rico n'avait pas lésiné sur les moyens pour créer son palais mobile. La première personne que j'ai rencontrée était une jeune femme en uniforme de femme de chambre portant un plateau de verre vide. Elle m'a vu et a ouvert la bouche pour crier. Je l'ai attrapée et lui ai mis une main sur la bouche. Je ne vais pas vous faire de mal, ai-je chuchoté en espagnol. Mais j'ai besoin de savoir où est Camila Santos. Ses yeux étaient grands ouverts de terreur, mais elle a hoché la tête vers le pont supérieur. Combien de gardes? Elle a levé 4 doigts. Où est le coffre? Elle a pointé ce que je supposais être la cabine principale. Je lui ai attaché les mains avec des colliers de serrage et les laissé dans un placard de rangement avec l'instruction de rester silencieuse. Puis, je me suis dirigé vers le pont supérieur, me déplaçant prudemment à travers des couloirs bordés d'œuvres d'art coûteuses et de luminaires en cristal. Les voix sont devenues plus fortes à mesure que je montais les escaliers. Je pouvais distinguer au moins 6 personnes différentes parlant dans un mélange d'espagnol et d'anglais. À travers un hublot, j'ai aperçu Claire, ou Camila comme elle se faisait appeler maintenant. Elle avait l'air différente, plus mince, avec des cheveux blonds au lieu du brun foncé dont je me souvenais. Elle portait une robe blanche qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en un mois, et des bijoux qui scintillaient sous les lumières du yacht. Elle riait de quelque chose qu'un des hommes avait dit, la tête renversée dans un amusement sincère. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un qui se cachait à l'intérieur de ma femme depuis 8 ans.
J'ai posé la première charge explosive sur la prise d'air du moteur, réglée pour désactiver la propulsion du yacht sans causer de dommages majeurs. Puis je me suis dirigé vers la cabine principale, cherchant le coffre de Rico et toute information financière que Claire aurait pu prendre de la villa. La cabine était encore plus luxueuse que le reste du yacht. Lit king size, salle de bain privée avec des accessoires dorés, et un dressing rempli de vêtements coûteux. Le coffre était caché derrière un tableau représentant une scène de plage tropicale. Pas particulièrement créatif, mais efficace. J'étais en train de déverrouiller la combinaison quand j'ai entendu des pas dans le couloir à l'extérieur. Plusieurs personnes se déplaçant rapidement et silencieusement, pas le mouvement décontracté des invités. La porte de la cabine s'est ouverte en grand et 3 hommes armés se sont précipités à l'intérieur. J'ai plongé derrière le lit alors que des coups de feu éclataient, des balles déchirant la literie coûteuse et brisant le miroir au-dessus de la tête de lit. « Il est derrière le lit », a crié l'un d'eux en espagnol. J'ai riposté avec le pistolet étanche, plus pour les tenir à distance que pour les toucher. La cabine était trop petite pour une fusillade prolongée. Je devais bouger ou je serais piégé. La porte de la salle de bain était à ma gauche, à environ 3 mètres. J'ai tiré 3 autres coups pour garder le tireur à terre, puis j'ai sprinté vers elle. Une balle a frappé l'encadrement de la porte à quelques centimètres de ma tête, envoyant voler des éclats de bois coûteux. La salle de bain avait un hublot assez grand pour se faufiler. J'étais à moitié dehors quand quelqu'un m'a attrapé la jambe et a essayé de me tirer à l'intérieur. J'ai donné un coup de pied en arrière avec mon pied libre et j'ai senti qu'il heurtait quelque chose de mou. La prise s'est relâchée et je suis tombé à travers le hublot sur le pont en contrebas. La fête avait cessé. Je pouvais voir des gens éparpillés sur le pont supérieur, certains se cachant derrière des meubles, d'autres courant se mettre à l'abri. Claire était debout à la balustrade, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas lire. « Salut, chérie », lui ai-je lancé. « Je t'ai manqué ?» Elle a dit quelque chose à l'un des gardes qui a immédiatement commencé à me tirer dessus. Je me suis roulé derrière une chaise longue et j'ai essayé de trouver ma prochaine action. La charge explosive que j'avais posée désactiverait les moteurs, mais je devais atteindre Claire avant qu'il ne puisse s'échapper dans un bateau plus petit. C'est là que les lumières se sont éteintes. L'éclairage de secours s'est activé quelques secondes plus tard, baignant tout dans le rouge. Quelqu'un avait coupé l'alimentation principale, mais ce n'était pas moi. J'ai entendu des cris de confusion depuis le pont supérieur, suivis de plus de coups de feu. Une nouvelle voix parlant anglais avec ce qui semblait être un accent moyen-oriental. Personne ne bouge. Ce yacht est maintenant sous notre contrôle. Mon allié mystérieux était arrivé. Mais il n'était pas venu seul. À travers l'éclairage de secours, je pouvais voir des silhouettes en équipement de plongée escalader les balustrades. Au moins 6 d'entre eux, tous armés d'armes automatiques. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, prenant le contrôle du yacht pont par pont. J'ai profité de la confusion pour me diriger vers le pont supérieur. Quoi qu'il se passe, je devais atteindre Claire avant que ces nouveaux acteurs ne décident qu'elle était plus précieuse morte que vivante. Je l'ai trouvée dans le salon principal, assise calmement sur une chaise en cuir tandis que le chaos éclatait autour d'elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et pendant un instant, j'ai vu comme un soulagement dans ses yeux. « Max, je me demandais quand vous alliez apparaître. » Déçu? Impressionné? Je vous croyais sincèrement mort. Désolé de vous décevoir encore. Elle a sourié, pendant une seconde, elle a ressemblé à la femme que j'avais épousée. Vous savez, ça me manquait en fait. Ses joutes verbales. Rico était beaucoup de choses, mais il n'était pas intelligent. En parlant de Rico, j'ai entendu dire qu'il avait eu un accident. Les accidents arrivent dans notre métier. Notre métier? Allons, Max. Vous n'avez pas nagé 2000 et infiltré un yacht juste pour avoir une conversation. Vous voulez l'argent? Elle avait raison, mais pas dans le sens qu'elle pensait. Je veux la justice. La justice est un luxe que nous ne pouvons pas haine. Ou permettre. L'argent, en revanche. Elle a fait un geste vers une mallette posée sur la table à côté d'elle. 2 millions en crypto-monnaie. Le fonds d'urgence de Rico. Et vous allez juste me le donner? Je vais l'échanger contre un passage sûr pour quitter ce yacht. Ces hommes dehors ne sont pas ici pour l'argent, Max. Ils sont ici pour se venger. Rico a tué quelqu'un qui leur était cher et ils veulent du sang. Comme invoqué par ces mots, la porte du salon s'est ouverte et un homme en équipement de plongée est entré.
Il a retiré son masque, révélant un visage que je ne reconnaissais pas, très moyen-orientaux, barbe grisonnante, des yeux qui avaient vu trop de violence. Cristina Valdez, a-t-il dit, utilisant le vrai nom de Claire. Aussi connue sous le nom de Claire Riden, Camila Santos et Maria Rodriguez. Vous avez été très difficile à trouver. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-elle répondu. Mais je pouvais entendre la peur dans sa voix pour la première fois. Il y a 3 ans, vous et Rico Almodovar avez vendu des armes à un groupe en Syrie. Des armes défectueuses. Mon fils a été tué quand son fusil a explosé entre ses mains. C'était l'opération de Rico, pas la mienne. Vous vous êtes occupé des arrangements financiers. Vous saviez que les armes étaient défectueuses et vous les avez vendues quand même. L'homme a levé son arme, la pointant sur la tête de Claire. Elle m'a regardé avec des yeux désespérés. Max, s'il vous plaît, aidez-moi. Pendant 8 ans, j'avais aimé cette femme. Je lui avais fait confiance avec ma vie, mon avenir, mes rêves. Elle avait détruit tout cela sans la moindre hésitation. Et maintenant, elle voulait que je la sauve des conséquences de ses choix. J'ai regardé la mallette pleine d'argent, puis Claire, puis l'homme qui avait perdu son fils à cause de son avidité. Débrouillez-vous, ai-je dit, et je suis parti. Le coup de feu a résonné à travers le yacht alors que je plongeais par-dessus la balustrade dans l'eau sombre des Caraïbes. L'explosion a illuminé le ciel nocturne comme un second soleil. J'étais à un demi-mile de distance, nageant vers mon bateau gonflable quand le yacht de Rico s'est embrasé. L'explosion a été massive, visible depuis le rivage, transformant le navire de luxe en un brasier flottant qui brûlerait pendant des heures. Claire était morte. Rico était mort. Le réseau de trafic d'armes était détruit. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai regagné le rivage alors que les bateaux de pompiers et de secours se précipitaient vers l'épave en feu. La plage était bondée de gens venus assister au spectacle, prenant des photos et des vidéos avec leur téléphone. Au matin, l'histoire serait partout sur les réseaux sociaux. Parfait. Je voulais que le monde voie ce qui arrivait aux gens qui détruisaient des vies innocentes. J'ai récupéré mon ordinateur portable dans la chambre d'hôtel que j'avais loué sous une autre fausse identité et j'ai commencé à télécharger des fichiers. Les dossiers financiers de Rico, la véritable identité de Claire, les preuves du réseau de corruption, tout ce que j'avais copié de la villa est allé en ligne simultanément. Wikileaks a publié les preuves de trafic d'armes. Le consortium international de journalistes d'investigation a obtenu les fichiers de corruption. Les grands journaux de 6 pays ont reçu des rapports détaillés sur l'opération de blanchiment d'argent. En moins de 12 heures, le vrai nom de Claire et son passé criminel faisaient la une des journaux du monde entier. Des photos d'elle avec Rico, des preuves de ses escroqueries précédentes, des dossiers financiers montrant des millions de dollars en argent volé. La femme qui m'avait menti pendant 8 ans était enfin démasquée. Mais le meilleur, c'était ce qui était arrivé à sa réputation chez elle. Le père de Claire, le juge Robert Santos, était une figure respectée dans les milieux juridiques de Phoenix. Il avait bâti sa carrière en étant intransigeant sur les crimes financiers, en particulier l'usurpation d'identité et la fraude. La révélation de sa fille en tant que criminel international l'a détruit du jour au lendemain. La couverture médiatique a été brutale. La fille du juge menait une double vie de complice de trafiquant d'armes. Juge de Phoenix démissionne après un scandale familial. Comment le juge Santos a-t-il pu manquer les signes de l'activité criminelle de sa fille? J'ai tout regardé depuis un bar de plage à Cozumel, buvant une bière et lisant les articles de presse sur mon téléphone. Pour la première fois depuis des mois, je m'amusais sincèrement. Mon téléphone a vibré avec un message de Jackson. Travail impressionnant. Les fichiers que vous avez publiés sont en train de faire tomber des fonctionnaires dans 3 pays. Vous avez commencé une révolution. Je voulais juste laver mon nom. Considérez que c'est fait. Les autorités mexicaines ont publié un communiqué ce matin. Vous n'êtes plus recherche. Et en relation avec la mort de Rico. Il vous appelle un lanceur d'alerte qui a dénoncé un réseau criminel majeur. Et les accusations initiales contre moi ont été abandonnées. Les procureurs fédéraux ont examiné les preuves et ont déterminé que vous aviez été piégé. Le témoignage de Claire a été discrédité et ils ont trouvé la preuve qu'elle avait mis les preuves dans vos comptes. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le coucher de soleil sur les Caraïbes. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer sans regarder par-dessus mon épaule. Max Riden était officiellement innocent de toutes les accusations. Mais Tony Mears ne faisait que commencer.
Le café du centre-ville de Phoenix était exactement le genre d'endroit que Claire aurait choisi pour un rendez-vous clandestin. Haut de gamme, mais pas tapas accent grave-l'œil, avec suffisamment de bruit de fond pour couvrir une conversation, mais pas trop bondé pour qu'on se souvienne de nous. Sauf que Claire était morte. Depuis 2 semaines maintenant, selon tous les reportages que j'avais vus. Tuée dans l'explosion du yacht avec les autres associés de Rico. Alors, qui m'avait envoyé le message demandant à me rencontrer? Je suis arrivé tôt et j'ai choisi une table avec une vue dégagée sur l'entrée et 2 sorties possibles. Vieilles habitudes de mes jours de fugitif, mais toujours utiles. J'ai commandé un café et j'ai attendu. Elle est entrée à exactement 15 heures, portant une simple robe noire et des lunettes de soleil qui couvraient la majeure partie de son visage. Mais je connaissais cette démarche, la façon dont elle tenait ses épaules, la légère hésitation avant d'entrer dans une pièce. Claire était vivante. Elle m'a repéré immédiatement et s'est dirigée vers moi, tirant la chaise en face de moi comme si nous étions de vieux amis se retrouvant pour un café. « Bonjour, Max. Vous êtes censé être mort. » Les rumeurs de ma mort ont été grandement exagérées. Elle a fait signe à la serveuse pour un café, complètement calme, malgré le fait que son visage avait fait la une des journaux pendant 2 semaines. « Vous avez bonne mine. La vie en prison a dû vous réussir. Je n'ai jamais été en prison. Grâce à vous. Grâce à moi, vous êtes un homme libre avec une histoire captivante et probablement plusieurs contrats de livres qui vous attendent. Vous devriez être reconnaissant. » L'audace pure et simple de sa déclaration me laissa sans voix un instant. Même maintenant, même après tout ce qui s'était passé, elle essayait de manipuler la situation à son avantage. Reconnaissant? Vous avez détruit ma vie. Je vous ai donné une meilleure vie. L'ancien Max Riden était ennuyeux. Technicien en sécurité, maison de banlieue, regardant la télévision tous les soirs jusqu'à ce que vous mouriez de cause naturelle. Comment est-ce vivre? C'était mon choix à faire et vous auriez mal choisi. Elle a remué du sucre dans son café avec la même précision soignée qu'elle avait utilisée pour tout pendant notre mariage. Regardez ce que vous avez accompli ces derniers mois. Vous avez fait tomber un réseau international de trafic d'armes, dénoncé la corruption gouvernementale, êtes devenu un fugitif et avez survécu. Vous êtes devenu intéressant. Je suis devenu un criminel. Vous êtes devenu libre. Plus de paiements hypothécaires. Plus de patrons qui vous dit quoi faire. Plus besoin de prétendre être heureux avec une vie médiocre. Vous pouvez aller n'importe où, faire n'importe quoi, être qui vous voulez, comme je l'ai fait. Exactement comme vous l'avez fait. J'ai été Christina, Claire, Camilla et une douzaine d'autres femmes. J'ai vécu plus de vie en 10 ans que la plupart des gens en un siècle. J'ai étudié son visage, cherchant tout signe de la femme que j'avais épousée. Elle était là, sous la nouvelle identité et les vêtements coûteux, mais changés. Plus dure, plus sûre d'elle, plus dangereuse. Pourquoi n'êtes-vous pas morte? Parce que je suis très bonne dans ce que je fais. J'ai vu l'équipe de plongée approcher le yacht 20 minutes avant qu'il ne monte à bord. J'étais dans l'eau avant que les tirs ne commencent. Et vous avez laissé tout le monde penser que vous étiez morte. C'était pratique. Christina Valdez devenait trop connue, trop dangereuse à maintenir. Mieux valait la laisser mourir dans une explosion spectaculaire et recommencer à zéro avec l'argent de Rico. Elle a souri. Entre autres choses. Rico était paranoïaque au sujet des banques, mais il faisait confiance à la crypto-monnaie. Il s'avère que la crypto-monnaie peut être transférée très rapidement lorsque vous avez les bons codes d'accès. Combien? Assez pour acheter un petit pays, ou du moins un très grand yacht. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, essayant de digérer ce qu'elle me disait. Claire avait non seulement survécu à l'explosion, mais elle l'avait utilisé comme couverture pour voler tout ce que Rico avait accumulé au fil des ans de trafic d'armes. Alors pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi vous révélez à moi? Parce que j'ai une proposition. J'écoute. Rejoignez-moi. Nous faisons une bonne équipe, Max. Nous l'avons toujours été. Je planifie les opérations. Vous gérez le côté technique. Nous pourrions avoir beaucoup de succès en tant que criminels, en tant qu'entrepreneurs dans un domaine avec une concurrence limitée et un potentiel de profit illimité. J'ai presque ri. Même maintenant, elle essayait de me recruter, essayant de me transformer en un complice consentant au lieu d'une autre victime. Qu'est-ce qui vous fait penser que je serais intéressé? Parce que vous avez aimé ça. La planification, le risque,
le sentiment d'être en vie pour la première fois depuis des années. Vous pouvez prétendre que vous avez fait tout cela pour la vengeance, mais nous connaissons tous les deux la vérité. Vous avez aimé être quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas entièrement tort. Il y avait eu des moments, pendant mon temps en tant que Tony Mers, où je m'étais senti plus vivant que je ne l'avais été depuis des années. Le danger constant, la nécessité de penser rapidement et de s'adapter aux situations changeantes. La satisfaction de déjouer des gens qui se croyaient plus intelligents que moi. Mais il y avait une différence entre survivre et choisir de vivre cette vie en permanence. J'en ai fini avec ce monde. Vraiment? Parce que de là où je suis, vous n'avez pas l'air d'un homme prêt à retourner installer des caméras de sécurité et à regarder la télévision tous les soirs. Peut-être pas. Mais je ne suis pas non plus intéressé à devenir vous. Son expression s'est durcie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que j'ai vu ce que vous faites aux gens, les hommes que vous avez détruits, les vies que vous avez ruinées. Les armes de Rico ont tué des innocents parce que vous étiez prête à fermer les yeux pour de l'argent. Tout le monde fait des choix, Max. Je ne peux pas être responsable de ce que les autres font avec les produits que nous vendons. Vous avez vendu des armes défectueuses à des gens qui se battaient pour leur vie. Des enfants sont morts à cause de votre avidité. Des enfants meurent tous les jours. Au moins certains d'entre eux sont morts pour une raison. C'est à ce moment que j'ai réalisé que Claire n'était pas seulement différente de la femme que j'avais épousée. Elle était fondamentalement brisée, incapable de voir les autres comme autre chose que des outils à utiliser ou des obstacles à éliminer. Vous êtes une sociopathe. Je suis pragmatique. Il y a une différence. Non, il n'y en a pas, elle a fini son café et s'est levée. Pensez à mon offre, Max. Vous savez comment me joindre si vous changez d'avis. En fait, non. Vous êtes morte, vous vous souvenez? La mort n'est qu'une autre identité à jeter quand elle devient gênante. Elle a mis ses lunettes de soleil et s'est tournée pour partir, puis a fait une pause. Oh, et Max, cet ami qui vous a aidé tout du long, celui qui a posé la bombe dans la villa de Rico et a mené l'attaque sur le yacht. Qu'en est-il de lui? Demandez-lui ce qui est vraiment arrivé à sa famille, pas l'histoire qu'il vous a racontée. Vous pourriez être surpris par la réponse. Elle est sortie du café, me laissant plus de questions que de réponses et le sentiment inconfortable d'avoir encore été déjoué. Mais cette fois, j'avais mon propre plan. Le bureau local du FBI à Phoenix ressemblait exactement à ce dont je me souvenais dans les films. Verre et béton, drapeaux américains, des gens à l'air sérieux en costume marchant avec des dossiers et des tasses de café. Le genre d'endroit où la justice était censée se produire. J'avais appelé à l'avance et demandé à parler à l'agent Sarah Martinez, l'enquêteur principal sur l'affaire Rico Almodovar. Elle avait accepté de me rencontrer après que j'ai mentionné avoir des informations sur les membres survivants du réseau de trafic d'armes. Monsieur Riden, dit-elle en me serrant la main dans le hall. Vous avez été difficile à retrouver. Je reste mobile, vieilles habitudes. L'agent Martinez avait une quarantaine d'années, hispanique, avec ce genre de regard direct qui suggérait qu'elle avait vu suffisamment de criminels pour développer des instincts précis sur les gens. Elle m'a conduit à une salle de conférence au 3e étage. Avant de commencer, je veux m'assurer que vous comprenez votre situation légale. Toutes les accusations contre vous ont été abandonnées. Vous n'êtes pas sous enquête, et tout ce que vous me direz aujourd'hui est volontaire. Je comprends. Bien. Maintenant, que pouvez-vous me dire sur les membres survivants de l'organisation de Rico? J'ai ouvert la mallette que j'avais apportée et j'ai étalé des copies imprimées des fichiers de l'ordinateur de Rico. Des dossiers financiers, des listes de contacts, des manifestes d'expédition, tout ce qui. Elle fallait pour cartographier l'ensemble de son réseau. Rico n'était qu'un nœud dans une opération bien plus vaste. Ces documents montrent des liens avec des trafiquants d'armes dans 6 pays, des opérations de blanchiment d'argent dans 12 autres, et des fonctionnaires corrompus dans des gouvernements du monde entier. L'agent Martinez a ramassé l'un des rapports financiers, le parcourant rapidement. Ce niveau de détail. Comment avez-vous obtenu ces fichiers? J'étais à l'intérieur de la villa de Rico la nuit de l'explosion. J'ai tout copié de son ordinateur avant que les tirs ne commencent. Et vous avez eu ces informations pendant 2 semaines. Pourquoi les apportez-vous maintenant? Parce que je viens d'apprendre que Cristina Valdez est toujours en vie. Cela a attiré son attention. L'agent Martinez a levé les yeux des documents, son expression soudainement très concentrée. Vous en êtes certain? Je l'ai rencontrée hier. Elle est vivante.
Elle a accès à l'argent de Rico et elle compte poursuivre ses opérations sous une nouvelle identité. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas, mais je sais comment la trouver. J'ai expliqué mon plan. Claire était arrogante, convaincue qu'elle était plus intelligente que tout le monde autour d'elle. Elle m'avait également offert de rejoindre son opération, ce qui signifiait qu'elle devrait me contacter à nouveau pour obtenir une réponse. Vous voulez travailler sous couverture, a dit l'agent Martinez. Je veux la capturer, mais j'ai besoin du soutien et de la protection du FBI. Claire a déjà tué plusieurs personnes et elle n'hésitera pas à me tuer si elle me soupçonne de travailler avec les forces de l'ordre. C'est extrêmement dangereux. Vous auriez affaire à quelqu'un qui a passé des années à perfectionner l'art de la tromperie et du meurtre. Je sais, mais je suis la seule personne en qui elle a confiance, même partiellement. Je suis le seul à pouvoir l'approcher. L'agent Martinez a passé l'heure suivante à examiner les documents que j'avais apportés, posant occasionnellement des questions de clarification ou prenant des notes. Finalement, elle s'est adossée à sa chaise. Ces informations sont incroyablement précieuses. Avec ces fichiers, nous pouvons démanteler des réseaux de trafic d'armes sur 3 continents. En échange d'une pleine immunité pour tout crime que vous auriez pu commettre en vous soustrayant à l'arrestation, d'une protection des témoins si vous en avez besoin, et d'honoraires de consultants pour les informations que vous avez fournies. Combien? 50 000 $ plus les dépenses pour l'opération d'infiltration. Ce n'était pas assez pour prendre sa retraite, mais c'était assez pour recommencer légitimement, pour redevenir Max Riden au lieu de Tony Mers ou de quiconque j'avais dû prétendre être. Il y a encore une chose, ai-je dit. L'homme qui m'a aidé à m'échapper du yacht de Rico, il m'a dit que son fils avait été tué par des armes défectueuses vendues par Rico. Je veux savoir si c'est vrai. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas, mais il avait un accent moyen-oriental, une barbe grisonnante, probablement dans la cinquantaine, un passé militaire d'après sa façon de se déplacer. L'agent Martinez a pris une note. Nous allons vérifier. Pourquoi est-ce important pour vous? Parce que je veux savoir en qui je peux avoir confiance. Dans ce milieu, cette information vaut plus que de l'argent. 2 jours plus tard, l'agent Martinez m'a appelé avec les résultats de son enquête. Votre allié mystérieux s'appelle Hassan al-Rachid. Ancien officier de l'armée syrienne, il a perdu sa famille lorsque leur immeuble a été détruit par une voiture piégée à Damas. Il traque Rico depuis 3 ans, non pas à cause d'armes défectueuses, mais parce que Rico a vendu les explosifs utilisés dans cet attentat. Il m'a menti. Les gens mentent quand ils cherchent à se venger. La question est de savoir si son mensonge change quoi que ce soit à votre situation. Non, cela n'a rien changé. Hassan m'avait aidé à m'échapper et ses raisons étaient ses propres affaires, mais c'était bon de connaître la vérité. Quand commençons-nous l'opération? Dès que vous prendrez contact avec Cristina Valdez. N'oubliez pas, Monsieur Riden, elle a déjà tué plusieurs personnes pour protéger ses secrets. Ne la sous-estimez pas simplement parce que vous avez été marié. Je ne ferai plus cette erreur. Mais même en le disant, je me suis demandé si j'étais entièrement honnête. Claire avait toujours un pouvoir sur moi, une capacité à me faire douter de mon propre jugement. Travailler sous couverture contre elle serait comme marcher dans un champ de mine psychologique. La différence était que cette fois, je savais de quoi elle était capable, et j'avais un plan qu'elle ne verrait pas venir.